Tout de suite, on va parler budget, qui sont les gagnants, qui sont les perdants. Vous nous direz ça dans quelques instants. On va évidemment parler avec vous. Jean-François Husson, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Sénateur LR de la Meurthe-et-Moselle, rapporteur général du budget ici au Sénat. Le Sénat qui ne réexamine donc pas le budget. Vous allez nous expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais d'abord, on va regarder comme tous les jours les unes de la presse régionale. D'abord, la une de l'Alsace, centrale de Fessenheim. Un chantier de 15 à 20 ans, EDF qui a précisé hier le calendrier du démantèlement de la centrale nucléaire de Fessenheim. La durée potentielle de cette entreprise titanesque a été revue à la hausse jusqu'à 20 ans de travaux, peut-être même plus. Le chantier qui doit démarrer au mois de mai. La deuxième une, c'est celle du Courrier de l'Ouest. Cocaïne, le cartel opéré dans un village de l'Anjou depuis l'Amérique du Sud. La drogue mélangée à la pulpe de fruits traversait l'Atlantique jusqu'à Noyon-Village où un laboratoire l'a transformée. Et puis dernière une, celle du Dauphiné. Des communes en manque de candidats. Vouloir monter une liste pour les municipales est une chose. Trouver des volontaires pour y participer en est une autre. Car la crise de l'engagement se fait sentir et pas seulement dans les petites communes. De quelle une avez-vous envie de nous parler ? Je pense, peut-être pour surprendre, mais le démantèlement de Fessenheim. Je pense que ça démontre à l'époque une forme d'improvisation, de décision prise à mauvais escient, contre-productive, puisque c'était le moment, à la fin des années, c'était 2019-2020, c'était dans la suite des propos, à l'époque de Ségolène Royal, des gouvernements de gauche, la fin du nucléaire. Et puis, à un moment, il y a eu, je pense, un sursaut. Les uns et les autres ont quand même compris que ce choix énergétique, finalement, visionnaire, alors il y a toujours le sujet des déchets nucléaires, mais visionnaire parce qu'il permet d'abord une souveraineté énergétique, et puis il permet une production d'énergie électrique décarbonée, ce qui répond quand même à un des sujets de préoccupation majeurs de nos sociétés, et toute génération confondue. Voilà. Donc cette fermeture a été une erreur ? C'est évidemment prise dans la précipitation. Je crois qu'en fait, ça symbolise, à mon avis, parfaitement, cet exemple et d'autres, la difficulté aujourd'hui pour finalement le législateur et les gouvernements de ne pas céder aux tentations de l'instant, de l'émotion, et de retrouver le temps de la mise en perspective. J'ai l'habitude de dire que depuis la nuit des temps, 1 heure c'est 60 minutes, 1 minute 60 secondes, et à vouloir aller, comme le dit l'expression populaire, plus vite que la musique, on finit par se ratatiner complètement. On va parler du budget dans quelques instants qui revient en séance au Sénat aujourd'hui. Mais d'abord, la loi sur la fin de vie rejetée hier par les sénateurs avec la création d'une aide à mourir. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit un tel texte qui sorte du Sénat ? 2 éléments. D'abord, je me suis, à titre personnel, peu impliqué parce qu'il ne vous a pas échappé que le gouvernement nous laisse sur le grill en permanence avec beaucoup d'atermoiements et de changements de pied. Je pense qu'il y a 2 sujets. Il y a d'abord un sujet philosophique, un peu anthropologique, sur le sujet fin de vie, aide à mourir. Et je pense que nous ne sommes pas encore arrivés à maturité. Et il faut se prémunir d'une chose, c'est d'avoir des positions très radicales. Je pense qu'il faut continuer encore un peu de travailler ce sujet. Mais est-ce que là, la majorité sénatoriale, elle n'a pas une position très radicale ? Mais personne... À tout détricoter, à tout rejeter. Vous savez, c'est pas tout. Il y a des courants de pensée, il y a des points de vue différents dans toutes les familles politiques, dans les majorités comme dans les minorités. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a besoin de travailler encore. Est-ce qu'il faut une étape entre guillemets définitive ou une étape intermédiaire? Il y a une chose qui paraît évidente. On a le sujet des soins palliatifs. Je suis plutôt, moi, sensible à ce point de vue qui est la carence en soins palliatifs ou à écouter la communauté médicale. Lorsqu'il y a soins palliatifs, il y a beaucoup moins, semble-t-il, de sujets sur pourquoi laisser, dans certains cas extrêmes évidemment, les personnes souffrir alors qu'on devrait avoir
les dispositifs. Mais les soins palliatifs, ils doivent être complémentaires pour vous à l'aide à mourir ou ils doivent être un préalable à l'aide à mourir? De mon point de vue, et à ce stade, un préalable. Un préalable. Donc ça veut dire que le texte qui va repartir à l'Assemblée, qui va revenir au Sénat, est-ce que les sénateurs seront sur une ligne plus de compromis dans un deuxième temps ou est-ce que vous allez rester sur cette ligne radicale? Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Ça invite évidemment chacune et chacun à réfléchir. Et puis vous savez, finalement, le Parlement, il est d'une certaine manière le miroir de la société. On va parler du budget, de retour en séance au Sénat. Est-ce que vous allez le renvoyer directement à l'Assemblée sans l'examiner? Oui. Pourquoi? Écoutez, je pense que la plaisanterie, c'est un mot qui est peut-être pas adapté, mais il a assez duré. Il y avait un triptyque. Le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez. Écoutez, entre le dépôt du projet de loi de finances par le gouvernement, qui était d'ailleurs plutôt le travail préparatoire effectué sous l'autorité de l'ancien Premier ministre François Bayrou, et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, en 4 mois, que de changements de pied, que de revirements. Je dirais que, comme j'ai dit, tout ça pour ça. On nous a expliqué qu'il y avait besoin de débattre. Alors effectivement, à l'Assemblée, ils ont débattu 38 jours. Ils ont voté, après avoir longuement débattu, sur la première partie uniquement des recettes, 1 voix pour, 404 contre. Est-ce que ce n'est pas, d'une certaine manière, une alerte sur le fonctionnement de notre démocratie? Nous avons de notre côté examiné en totalité. Voilà, on a fait des choix. Alors évidemment, comme l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas la même composition ni d'élus ni de majorité, au moins c'est la démocratie, on débat. Après, il y avait la possibilité, la faculté d'utiliser l'article 49.3. Mais je comprends qu'avec cette finalement folle décision d'avoir choisi la dissolution de l'Assemblée nationale à l'été 2024, il y a une espèce de majorité introuvable, impossible, qui finalement, ça ne sont pas que des compromis. Mais vous dites quoi? Le Sénat n'a pas été entendu, le Sénat n'a pas été écouté? Alors il a été entendu. Pas trop écouté. Mais davantage qu'à certaines époques, si vous voulez. Donc, je pense qu'il faut essayer de trouver la voie de l'équilibre, de la raison, mais surtout penser à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est le redressement des comptes publics. Et là, il y a un échec et mat pour le gouvernement. On va écouter ce que dit le gouvernement, justement, de ce travail avec le Sénat. C'était hier, au micro d'Alexandre Poussard, le ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Pagny-Fous. Le gouvernement a mis en place une méthode, une recherche de compromis, de consensus, avec des parlementaires issus de sensibilités différentes, de gauche, de droite, du bloc central, les Lyotte à l'Assemblée nationale, mais ici au Sénat aussi, les sénateurs ont pris une part importante sur la part collectivité de ce texte, donc dire que ce texte est simplement à rejeter d'un revers de main. Bon, en tant que membre du gouvernement, je ne le pense pas du tout, j'assume pleinement ce texte, mais je crois que les sénateurs ont pris toute leur part dans sa construction. Il n'était pas à rejeter d'un revers de main, ce texte? Écoutez, c'est assez contradictoire le point de vue du gouvernement, puisque le gouvernement dit qu'il nous faut un budget avant fin janvier. Il a choisi d'entamer une seconde lecture à l'Assemblée nationale et au bout de quelques jours, il a dit « stop, mission impossible, il n'y a rien à faire ». Il faut faire attention de ne pas se retrouver en contradiction permanente. On donne, je le dis, je pense que le Parlement, avec cette nouvelle méthode, ne donne pas une bonne image de la vie politique, de la vie publique. Je comprends, j'entends la lassitude de nos concitoyens, leur exaspération, et il nous appartient d'y répondre. Et il nous appartient d'y répondre en responsabilité, en participant au devoir le plus difficile, qui est de redresser les comptes publics. Mais est-ce que le rapporteur général du budget que vous êtes est quand même soulagé qu'il y ait un budget fin janvier, début février? Mais bien sûr, on l'était tout autant l'an passé. Mais je pense qu'il y a, comment dirais-je, de mauvais choix. Parce que comment vous le qualifiez, vous, ce budget? J'ai failli dire, il est un budget de l'inutile. Il est un budget beaucoup moins utile pour le pays. Il ne fait pas des choix courageux, alors que le président de la République, lors de ses vœux, j'ai retenu qu'il fallait que ce soit une année utile pour la France. Mais vous n'allez pas jusqu'à dire qu'il est mauvais. Comment ? Vous n'allez pas jusqu'à dire qu'il est mauvais.
il est à contre-courant. L'an passé, on redressait la situation de 24 milliards. Cette année, c'est la reprise de la dégradation. Nous allons dégrader de 3 milliards le budget. Écoutez, je pense qu'on est sur la mauvaise pente. Mais quand je dis on est, la France, donc c'est un problème de crédibilité, de crédit de la France vis-à-vis de l'Europe et de ses partenaires. Et c'est également le discrédit de la classe politique. Et moi, j'ai du mal à accepter ce discrédit quand on s'efforce au Sénat de chercher et de trouver certaines pistes et solutions. Et justement, on va voir ce que change concrètement ce budget pour les Français, qui sont les gagnants, qui sont les perdants. On va commencer par les grands secteurs et on en viendra après à notre porte-monnaie. D'abord, le grand gagnant, Guillemette. Oui, alors tout d'abord, le grand gagnant, c'est le budget de nos armées qui va être nettement renforcé. Plus 6,7 milliards d'euros de plus pour l'armée par rapport à 2025, en raison du contexte géopolitique très incertain et des nouvelles menaces extérieures. La loi de programmation militaire prévoit d'augmenter le budget de la défense de 36 milliards d'ici à 2030. Il y a aussi l'éducation qui voit son budget légèrement augmenter, ce qui doit permettre de créer 7 900 postes d'enseignants stagiaires. Mais comme prévu, 4 000 postes d'enseignants titulaires sont supprimés. En revanche, pour mieux accompagner les enfants en situation de handicap, 2 000 postes vont être créés, qu'il s'agisse d'accompagnants ou d'enseignants spécialisés. Et ça, c'est un sujet qui a fait débat, Jean-François Husson, notamment pour les Français qui nous regardent, qui se disent, il y a des classes où il manque des enseignants et on supprime 4 000 postes. Vous assumez ? Le travail, quel est-il ? Vous avez une baisse des effectifs dans les classes et dans les écoles. Et vous avez un arbitrage à faire qui est à la fois dans les territoires peu denses, où là, on peut comprendre que même quand il y a regroupement, s'il y a une chute des effectifs, il faut traiter 3 sujets, garder un bon niveau d'instruction générale pour les acquis des fondamentaux, pour donner le meilleur parcours à chacun. Et deuxièmement, le temps de parcours des enfants. Les enfants ne doivent, de mon point de vue, pas faire plus d'1 heure et demie, 1 heure 3/4 au total dans la journée de transport. Et donc là, il y a un effet discriminant. Sur le reste, en ville comme dans les campagnes, le fait d'avoir une baisse de la démographie, c'est un peu comme les retraites. On peut être dans le déni, et le déni finira par nous coûter cher. La priorité sur l'éducation, c'est donner l'égalité des chances au départ et d'essayer de corriger et d'accompagner. C'est là où on doit avoir un travail, mais je vais vous dire, aujourd'hui, dans les écoles primaires, les enfants font la semaine parfois de 45-48 heures, c'est-à-dire presque, ils quittent le domicile des parents à 7 heures le matin et ils reviennent à 7 heures le soir, 4 x 12, 48, quand un certain nombre de parents font beaucoup moins d'heures, voire pour certains, pas beaucoup. Donc on voit bien qu'il y a un déséquilibre. Certes, ça n'est pas que le temps scolaire, il y a le périscolaire, mais il faut regarder tout ça. Et je pense que c'est un vrai sujet de société avec un projet éducatif autour à bien construire en bonne intelligence entre l'État, éducation nationale, et puis l'État et les collectivités dans leurs composantes sur ce temps périscolaire et extrascolaire. Il y a aussi dans l'éducation supérieure des bonnes nouvelles pour les étudiants. Oui, et ça se passe au Resto U avec le repas à 1 € à partir du mois de mai. 1 € pour tous, boursiers et non boursiers. Par ailleurs, les bourses sur critères sociaux resteront au même niveau qu'en 2025, mais changement important pour les étudiants non européens qui ne recevront plus d'aide au logement, sauf s'ils sont boursiers. Il y a aussi des changements au niveau de la politique du logement. Oui, grâce au dispositif Jean Brun, l'objectif, c'est de favoriser l'achat d'appartements par des particuliers, des appartements que les nouveaux propriétaires devront s'engager à louer pendant 9 ans à un prix inférieur à celui du marché. Alors ça marchera pour le neuf, mais aussi pour les appartements anciens, dont 30% du prix est investi en travaux. Le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, espère ainsi la construction d'environ 50 000 logements par an. Et enfin, le dispositif MaPrimeRénov' est maintenu. Concernant les aides sociales, elles bénéficient de la volonté de compromis de Sébastien Lecornu. Oui, notamment la prime d'activité qui va être revalorisée d'environ 50 € par mois pour les travailleurs modestes. Et puis on oublie l'interdiction de cumuler les allocations destinées aux adultes handicapés et la prime d'activité. Ce projet qui avait été un temps évoqué aurait fait perdre jusqu'à 170 € par mois à près de 100 000 personnes. À retenir enfin que globalement les prestations sociales ne seront pas gelées cette année, mais bien revalorisées sur
sur l'inflation. Sur ce sujet des aides sociales, il y a eu des compromis un peu de dernière minute aux socialistes que vous comprenez, que vous approuvez ? Je veux dire, un certain nombre de compromis posent question. Vous avez évoqué le repas 1 euro. Ça ne répond à aucune logique. C'est de la discrimination au bénéfice des favorisés. Le ciblage sur les étudiants boursiers est bien. De mon point de vue, il fallait revaloriser, bouger sur l'aide vis-à-vis des jeunes qui ont le moins de moyens, parce que souvent, ils sont dans une forme de précarité dans l'habitat, et ensuite pour se nourrir. Je ne comprends pas. Ça part dans tous les sens. Il n'y a aucune logique. Alors je comprends, voilà, on achète la paix et on achète, en fait, on met le casque blanc ou le casque bleu pour éviter la censure. Voilà. Le prix de la censure, ou de la non-censure plutôt, se paie cher et n'obéit pas à des logiques. C'est de la négo, ça ne met pas la France dans ni les politiques d'accompagnement, par exemple, là des étudiants, sur une voie de la raison que tout un chacun peut comprendre. On regarde maintenant ce qui va se passer pour les agriculteurs en pleine crise agricole. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer de ce budget ? Alors, parmi ces mesures, on retient le soutien à l'arrachage viticole, mais aussi un fonds hydraulique qui accompagnera financièrement les projets de stockage d'eau. Il y a aussi un soutien financier prévu pour les céréaliers. Et quant au fonds d'urgence pour lutter contre la dermatose nodulaire, il sera doublé pour atteindre 22 millions d'euros. Alors voici pour les dépenses, sachant que le gouvernement reste sur l'objectif d'un déficit à 5% du PIB d'ici fin 2026. 12 milliards d'euros supplémentaires à sortir par rapport à l'an dernier. Alors 12 milliards d'euros compensés pour moitié par la réduction des dépenses, pour l'autre moitié par la hausse de la fiscalité. Mais dans le détail, et c'est important dans notre quotidien, aucune augmentation d'impôts n'est prévue pour les ménages dans ce projet de loi de finances. Le barème sur l'impôt sur le revenu est simplement indexé sur l'inflation. Pas de changement non plus dans les crédits d'impôt jusque-là en vigueur, par exemple pour les emplois à domicile, et maintien également de l'abattement de 10% pour les retraités. Et les indemnités journalières pour affection longue durée sont exonérées. Et Guillemette, vous avez des questions ? Oui, tout à fait. Alors, l'agence de notation Moody's dit douter de cet objectif et prévoit un déficit de 5,2%. Est-ce que vous comprenez ces craintes ? Oui. Il est insincère, ce budget ? Écoutez, moi, je ne vais pas faire de procès d'intention, je constate. Quand vous trouvez des solutions au mois de janvier que vous n'aviez pas au mois de décembre, où la main sur le cœur, vous expliquiez notamment au Sénat qu'il n'y avait aucune marge de manœuvre, je pense que ça manque de sérieux. Et finalement, ça me rappelle des temps proches. Ça me rappelle l'époque de Bruno Le Maire qui, tel la cigale, nous chantait que la France avait des comptes qui étaient au vert, que tout allait bien, que ces sénateurs qui chantaient ou entonnaient une forme de complainte sur une dégradation des comptes, on nous a fait passer pour des pleurnichards, voire des menteurs. Et puis, la vérité s'est avérée conforme aux craintes et au diagnostic que l'on posait. Mais là, que le gouvernement pêche par excès d'optimisme ou qu'il cherche à cacher des choses ? Non, je pense qu'il maquille certaines réalités. Subitement, on trouve des recettes supplémentaires, ce qui permet, sur les impôts, ce qui permet au gouvernement, de mon point de vue, indûment de changer ses bases de réflexion et de redonner de l'optimisme. Tout ça, sauf miracle, ne tiendra pas. Ne tiendra pas. On a une difficulté, je pense. Alors oui, quand on dit la vérité et qu'on retrousse ses manches et donc qu'on demande un effort, on s'expose à des défaites électorales. Mais si c'est pour placer la France sur le chemin du redressement de ses comptes, pour qu'elle retrouve de la santé, pour qu'on redonne des perspectives, si vous voulez, je ne suis pas masochiste, mais enfin, je préfère dire la vérité, accompagner et démontrer par l'exemple les raisons pour lesquelles on a besoin de produire ces efforts, plutôt que de rester dans le déni en se disant tenons, peut-être jusqu'à 2027. Je dis une chose, si on ne fait pas preuve de davantage de courage, 2027 pourrait être une catastrophe.
Dans quel sens? Écoutez, on voit bien les courants de pensée. On voit bien la poussée des deux extrêmes. La poussée des deux extrêmes se nourrit de décisions que nous n'avons pas le courage de prendre. Évidemment que c'est difficile. Nous avons ici défendu des modifications, des réformes sur un certain nombre de niches fiscales, balayées par le gouvernement, et j'ai moi-même échoué en défendant certains efforts sur des niches fiscales. Et bonsoir de sort, il faut dire la vérité. À un moment, il va éclater. Là, on se permet de contenter tout le monde. On avait proposé un effort collectif. Il n'y a plus aucun effort collectif. Mais les Français, enfin moi j'en entends un certain nombre, notamment là dans ces périodes de vœux, qui nous disent de grâce tenez, restez raisonnable, au moins vous êtes sérieux. Je dis oui, mais je constate qu'on n'est pas très entendu. Parce que, évidemment, on préfère plaire en promettant ici un baume apaisant de quelques jours. Voilà, je pense qu'on n'est pas au rendez-vous de notre responsabilité qui est de replacer la France là où elle devrait être. Regardez aujourd'hui, où est le couple franco-allemand? Souvenez-vous, 2017-2018, Angela Merkel, Emmanuel Macron, il n'y a plus personne. Regardez notre agriculture. L'agriculture française aujourd'hui est en grande difficulté parce qu'également l'agriculture au niveau européen souffre de difficultés. Or, les agriculteurs, ils doivent toujours être les pionniers. Pourquoi ils doivent être les pionniers et avoir une longueur d'avance? Parce qu'ils nourrissent la planète et que pour nourrir les gens, il faut toujours être en capacité d'anticiper. Eh bien là, on s'est ratatiné. Avant la présidentielle, il y a les municipales, et notamment chez vous à Nancy, où on va aller. Bonjour Mickaël Demot, merci beaucoup d'être avec nous. Mickaël, directeur départemental des éditions de Meurthe-et-Moselle de l'Est républicain. Mickaël, on va donc parler des municipales à Nancy, et notamment de ce qui se passe à droite. Oui, bonjour Jean-François Husson, bonjour Public Sénat. Je voulais savoir ce matin quelle est la stratégie exacte des LR à Nancy. Vous êtes parti très tard, les signes de volonté de victoire n'ont pas toujours été au rendez-vous, alors est-ce que vous comptez vraiment gagner Nancy? Dans la vie, et à titre personnel, à titre collectif, je suis toujours dans un esprit de gagner. Et pour gagner, il faut globalement toujours un peu de temps, et quand on essaie de rassembler largement, ce qui est plutôt d'ailleurs la marque de fabrique de la droite et du centre, à l'époque d'André Rossignol puis de Laurent Hénart, on a toujours essayé dans une ville qui est une ville en termes de courant politique où il y a une extrême gauche qui est assez forte, où il y a eu des percées écologiques ou écologistes comme dans beaucoup de villes. Il faut peser pour avoir un score le plus important possible au premier tour. Et pour ça, il faut rassembler largement. Et donc, dans ce rassemblement large, je crois qu'aujourd'hui, on y est parvenu. Mickaël, vous avez une autre question? Oui, alors sur le rassemblement, on a l'impression parfois que c'est pas tout à fait le cas, parce que il y a un candidat Renaissance à Nancy qui n'est pas soutenu par Gabriel Attal, qui soutient Laurent Hénart, que vous soutenez. Il y a un grand nœud à ce niveau-là. Est-ce que vous allez parvenir à faire le rassemblement total de la droite et du centre avec Renaissance? C'est l'objectif fixé et poursuivi par Laurent Hénart. Je pense, et en tout cas j'espère, et j'appelle chacun à la responsabilité, parce que c'est mieux d'avoir, comment dirais-je, une équipe qui rassemble largement pour une raison simple. C'est que je pense que pour produire les efforts nécessaires, et à Nancy, il y a quand même quelques sujets, que ce soit sur la fiscalité, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur la qualité environnementale, et notamment les sujets de propreté, il y a du travail à faire, et pour ça, il faut avoir une ambition. Et l'ambition, elle est d'autant mieux exprimée qu'elle est portée largement et de manière collective. Est-ce que plus largement, Jean-François Husson, au-delà de Nancy, les LR, ils jouent gros sur ces municipales? Oui, bien sûr. Vous êtes inquiet? Si on n'était pas inquiet, ça voudrait dire qu'on ne voit pas ce qui se passe. D'ailleurs, c'est une inquiétude là aussi générale qui traverse, je pense, toutes les familles politiques. Est-ce que vous redoutez qu'une partie de votre électorat aille vers les candidats RN? Ils vont un peu partout depuis un certain temps, et effectivement, un certain nombre, je pense, sont allés plutôt vers l'extrême droite. D'autres ont choisi de passer leur tour, et c'est notamment un sujet dans les grandes villes.
Ça veut dire que dans les grandes villes, il faut comprendre les évolutions de la société, il faut les porter, il faut les soutenir. Moi, je fais partie de ceux, et je ne vais pas changer d'avis, qui pensent que la composante environnementale, les préoccupations écologiques et climatiques sont, je dirais, de même importance que les compétences d'équilibre budgétaire. Et ça, c'est quelque chose que les LR ne comprennent pas ? Les LR, la droite, n'ont pas, je dirais, d'ambition suffisamment forte et affirmée. Alors, en disant ça, je prends un risque, j'assume complètement. Ça fait longtemps que je me bats sur ces sujets. J'ai parlé d'agriculture. Là, l'agriculture, je le redis, elle reste, je dirais, c'est le secteur primaire, c'est l'économie primaire. Elle s'est affaiblie. Et la composante écologique et environnementale, bien sûr, qu'aujourd'hui, elle fait partie de nos préoccupations. Et donc, le fait d'être un peu hémiplégique sur le sujet, en tous les cas, de mon point de vue, trop, nous porte en tous les cas préjudice parce que les gens, et je vais le dire d'ailleurs, les électeurs âgés dont on dit sont conservateurs, les électeurs âgés, vous savez de quoi ils vous parlent ? De leurs petits-enfants, de l'avenir. Et l'avenir, ils voient bien qu'il se passe des choses parce qu'ils se souviennent qu'il y a 80 ans, on n'avait pas des phénomènes climatiques comme on connaît aujourd'hui. Alors certes, vous avez toujours des complotistes ou des gens qui doutent, mais en majorité, les scientifiques nous le montrent, il y a de vrais sujets. Eh bien, à ces sujets, il faut aujourd'hui que la droite prenne toute sa place. Et je pense qu'on a encore des marges de progrès à faire. En tous les cas, c'est un point de vue que je défends. J'ai conscience, je le redis, qu'aujourd'hui, il est insuffisamment porté. Eh bien, au Laker et en avant. Merci beaucoup. On va remercier Mickaël Debos. Merci Mickaël d'avoir été avec nous. La Une de l'Est républicain, c'est du cinéma, les Césars. Nancy, star des Césars 2026. Merci beaucoup Mickaël d'avoir été avec nous. Et merci Jean-François Husson. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. Guillemette, on se retrouve dans 20 minutes pour la revue de presse. Oui, on parlera de cette soirée hier soir en Ligue des Champions qui a vu Marseille éliminé. Difficile soirée pour les supporters marseillais. Pas pour vous. Si, pour le foot en général, moi je suis sportif, footeux, donc je veux toujours gagner. Voilà, nous aussi on aurait aimé. Merci beaucoup Jean-François Husson.